Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est absolument essentiel dès qu'on possède des actifs en France. L'impôt sur les plus-values. Que ce soit pour la vente d'une maison, d'actions, bref, comprendre comment ça marche, c'est la clé. Alors, imaginons la situation. Un bien est vendu en France, un bénéfice est réalisé, c'est une super nouvelle, bien sûr. Mais juste après, la question qui se pose, c'est quelle part de ce profit va à l'État? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par la base. C'est quoi une plus-value? Ensuite, on plonge dans les deux cas qui concernent la plupart des gens, l'immobilier, puis les actions et autres placements. On dira un petit mot sur les pros et on terminera avec un résumé des points essentiels à retenir. Allez, c'est parti! Bon, commençons par le commencement. Avant même de parler d'impôts, de pourcentage, d'abattement, il faut être sûr de bien comprendre de quoi on parle. C'est le socle de tout le reste. En fait, c'est aussi simple que ça un ALER. On prend le prix de vente du bien, on retire le prix d'achat, et si le résultat est positif, eh bien voilà, on a une plus-value brute. C'est sur ce montant que tous les calculs de l'impôt vont pouvoir commencer. Allez, on attaque maintenant le cas le plus courant pour les particuliers, la vente d'un bien immobilier. C'est un domaine qui a ses propres règles, et il y en a une en particulier qui est très intéressante. Et ça, c'est la grande nouvelle de cette analyse. Si le bien vendu est la résidence principale, celle où l'on vit de manière habituelle et effective au moment de la vente, alors la plus-value est dans l'immense majorité des cas totalement exonérée d'impôts. C'est une exemption fondamentale à connaître. Très bonne question. L'exonération de la résidence principale, c'est super. Mais quid des autres propriétés? Une résidence secondaire, un investissement locatif? Là, les choses se corsent un peu. Mais rassurez-vous, le processus reste très logique. Pour calculer l'impôt, on suit en fait 3 étapes, très claires. D'abord, on calcule le gain brut. Ça, on l'a vu. Ensuite, et c'est vraiment le point crucial, on va appliquer des réductions, qu'on appelle des abattements, qui dépendent de la durée de possession du bien. Et enfin, on calcule l'impôt sur ce qui reste. S'il y a bien une seule chose à retenir sur la fiscalité des plus-values immobilières, c'est ça. Le temps, c'est le meilleur allié. Plus on garde un bien longtemps, moins l'impôt sera élevé, jusqu'à potentiellement disparaître complètement. C'est là que ça devient subtil. La taxation a en fait 2 composantes. Il y a l'impôt sur le revenu à 19% et les prélèvements sociaux à 17,2%. Et regardez bien, chacune a son propre calendrier. Pour l'impôt sur le revenu, on est totalement exonéré au bout de 22 ans. Mais pour les prélèvements sociaux, il faut attendre 30 ans. C'est une distinction super importante à avoir en tête. D'accord. On laisse l'immobilier de côté un instant pour s'intéresser à un autre type d'actif très commun, les valeurs mobilières. Pensez actions, obligations, ce genre de placement. Ici, le système est complètement différent. Depuis 2018, la règle par défaut est devenue très simple. C'est la flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique, le PFU. C'est un taux de 30%. Et ce taux, il englobe tout, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. C'est direct, simple. Et c'est là que ça devient stratégique. Ce prélèvement de 30% n'est pas une obligation. Le système fiscal offre une autre possibilité. Et selon la situation de chacun, elle peut être beaucoup plus avantageuse. Voilà les 2 options sur la table. Soit on reste sur la flat tax à 30%, soit on choisit d'intégrer les plus-values à ces autres revenus pour les soumettre au barème progressif de l'impôt. Évidemment, si le taux d'imposition personnelle est bas, cette deuxième option peut faire économiser pas mal d'argent. Le point crucial, c'est que ce choix s'applique à tous les revenus de capitaux mobiliers de l'année. Et attention, voilà une nuance très importante. Si on choisit l'option du barème progressif et que les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018, alors on peut avoir droit à des abattements pour durée de détention, un peu comme pour l'immobilier. Cet avantage, il n'existe pas du tout avec la flat tax. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Si des titres acquis avant 2018 ont été gardés plus de 8 ans et qu'on opte pour le barème, on a un abattement de 65% sur la plus-value avant même de calculer l'impôt. Pour les investisseurs de long terme, c'est un avantage énorme. Jusqu'ici, on s'est vraiment concentré sur le cas des particuliers. Mais il faut savoir que pour les entreprises, les règles du jeu sont bien différentes. Pour un professionnel, la plus-value se calcule entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien. Des notions comme l'amortissement ou le régime fiscal de l'entreprise, tout ça entre en jeu. C'est un univers bien plus complexe qui mériterait sa propre analyse. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les particuliers. On arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de synthétiser, de reprendre ensemble les informations les plus importantes, celles qu'il faut vraiment garder en tête. Voici donc les 4 piliers à retenir. Primo, la vente de la résidence principale, c'est le joker fiscal, généralement exonéré. Secondo, pour tout autre bien immobilier, le temps est le meilleur ami de son portefeuille. Tertio, le chiffre magique, 30 ans pour une exonération totale sur ses biens. Et enfin, quarto, pour les placements financiers, chaque année, il y a un choix stratégique à faire, flat tax ou barème. Et on va se quitter sur cette question. Parce qu'au-delà des règles et des chiffres, comprendre cette fiscalité, ça permet surtout de prendre des décisions plus éclairées. Vendre maintenant, attendre encore un peu,
La réponse est personnelle, bien sûr, mais maintenant, les clés de lecture sont là. Merci d'avoir suivi cette analyse.